Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Allô l'équipe. C'est Klaxoon. Allô l'équipe? C'est Klaxoon. Bonjour et bienvenue au Klaxoon Store pour ce nouveau talk hybride organisé dans le cadre des Workshop Days. Je suis Charlotte, responsable éditoriale chez Klaxoon et je suis ravie de vous avoir avec nous pour parler d'expérience collaborateur. C'est une question et une notion qui nous est chère à l'heure où la grande démission fait les gros titres, où nombre de travailleurs et de travailleuses cherchent leurs repères finalement dans un contexte de travail hybride. On se demande comment les motiver, comment les fidéliser et comment les engager. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Van Horn. Bonjour Isabelle. Bonjour Charlotte. Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH, devait être avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il est souffrant. Il ne pourra pas nous rejoindre. Il en est désolé. Isabelle, donc, tu es associée chez Conviction RH, un cabinet de conseil expert en transformation RH. Tu fais également partie du conseil d'administration du Lab RH où tu t'intéresses spécifiquement aux innovations liées aux ressources humaines. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles sont tes missions ? Oui, bien entendu. Oui, donc peut-être juste deux mots sur Conviction. Donc Conviction RH, en l'occurrence, on a un cabinet de conseil RH qui accompagne du coup les organisations à la fois publiques et privées au moment de leur mue stratégique organisationnelle. Et donc on intervient à ce titre-là sur tous les domaines RH, donc bien entendu le domaine de l'engagement, l'expérience collaborateur. Et donc on travaille aujourd'hui auprès des différentes structures pour les accompagner sur leur projet stratégique, sur la révision de leur organisation, de leur processus, sur la culture, la définition de la raison d'être, voilà, et sur l'implémentation également de l'ensemble de cette feuille de route que l'on bâtit à leur côté pour, notamment sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, avoir une expérience utilisateur et une expérience collaborateur la plus fluide possible. Très bien, merci Isabelle. Avant de passer au cœur du sujet, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, n'hésitez pas à prendre part à cette conversation, réagissez, commentez, posez vos questions, on les prendra à la fin. Donc pour entamer la conversation, on va commencer, si ça va à tout le monde, par définir les termes du sujet. L'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est ? Alors l'expérience collaborateur, c'est un vaste sujet. On parle beaucoup d'expérience aujourd'hui. Finalement, tout est un peu expérientiel. On parle d'expérience de consommateur, expérience candidat, expérience client. On va même au resto. Enfin aujourd'hui, on va plus dîner au restaurant. On a une expérience culinaire. J'étais ce week-end à l'exposition Kéops où j'ai emmené mes enfants. D'ailleurs, je vous la conseille. Elle est formidable. À l'Institut du monde arabe, et en fait c'est vraiment une expérience qu'ils nous font vivre, immersive, en 3D, avec de la réalité virtuelle, où on nous met un casque sur la tête et de l'intérieur, on vit vraiment l'expérience de la construction des pyramides, les us et coutumes, les rituels des Égyptiens dans le cadre de l'embaumement. Bon, voilà, donc tout est expérience dans le monde qui nous environne, et c'est un peu le gage pas de qualité, mais en tout cas de réussite. Pour le collaborateur, aujourd'hui, alors on ne met pas encore de casque 3D à nos collaborateurs, ça va peut-être venir, hein, qui sait. C'est plutôt comment est-ce qu'on les accompagne et comment est-ce qu'on crée des moments de vie tout au long, finalement, à partir du day one, donc la première interaction qu'on va avoir avec le collaborateur, avant même qu'il soit collaborateur, il est potentiel candidat, voire candidat. Donc, il va aller sur notre page internet, il va nous envoyer son CV, on va nous le prendre contact avec lui pour le chasser. Donc c'est tous ces moments de vie qu'on va créer et qui vont faire en sorte de lui donner une bonne image, de communiquer nos valeurs, notre culture, notre ADN et de l'accompagner sur tous ces temps de vie-là. Donc c'est relativement large, ça permet vraiment de pouvoir répondre à ses attentes et surtout d'être en résonance avec son ADN à lui. Typiquement, on a aujourd'hui de plus en plus de candidats qui s'intéressent au sujet, par exemple, du green, des bilans carbone, enfin, qui sont très soucieux un peu de l'écologie. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que dans l'expérience qu'on lui propose, si c'est une promesse employeur qu'on a, demain on lui donne un peu la preuve des réalités concrètes de ce qui est mis en place par l'entreprise sur ces thématiques ou quelle que soit une autre thématique. Donc c'est vraiment l'accompagner sur tous ces moments de vie qui va passer au sein de l'entreprise, du début à l'offboarding quand il va quitter l'entreprise et même après parce que ce sera un potentiel ambassadeur de la marque. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que du coup on peut identifier comme ça rapidement ensemble quelques moments clés justement. Donc on en a parlé, il y a le recrutement, il y a l'offboarding, mais entre les deux. Il y a l'offboarding, il y a la gestion des talents, enfin, qui est en fait tout un peu sa vie au sein de l'entreprise. Donc comment est-ce qu'on le projette dans la structure, comment est-ce qu'on l'accompagne à avoir le maximum de compétences à l'instant T.
Enfin, on sait, les études le montrent qu'en 2040, 60% des compétences qu'on a aujourd'hui ne serviront à rien et seront obsolètes. Donc c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de le projeter dans la structure avec son socle de compétences et ses envies également, et les besoins et les orientations stratégiques qu'on va se donner. Donc on a un moment clé, on a bien entendu le recrutement qui est un moment relativement clé, qui doit être important aujourd'hui et on voit qu'il évolue pas mal en termes de modalités de mise en place de ces modalités de recrutement. On a l'onboarding qui est encore différent. On a tout le temps au sein de l'entreprise qui va être un peu ce qu'on crée sur le climat d'entreprise, l'ambiance de travail, le bien-être au travail, les moments un peu de rassemblement de l'ensemble des équipes, cette cohésion d'équipe. On a les sujets un peu classique d'évaluation, de parcours carrière, de gestion de sa carrière. Et on a pour moi ce que je mets derrière le grand set de gestion des talents, qui est comment est-ce que demain on fait en sorte de le projeter dans la structure, parce que c'est un des enjeux clés, il faut les attirer, c'est super, mais ensuite il faut qu'on puisse retenir nos talents et les projeter le plus loin possible dans la structure. Avec le dernier temps que tu évoquais et qui est très juste, qui est l'offboarding. C'est pas grave que les collaborateurs aient envie de faire autre chose au bout d'un temps donné, mais comment est-ce qu'on soigne aussi finalement ce dernier temps de vie, parce que derrière c'est l'image de marque du cabinet, ou de l'entreprise, c'est des ambassadeurs éventuels, c'est des gens qui vont porter la bonne parole, voilà. Donc c'est important aussi. Tu parlais d'expérience immersive tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que là, on a parlé des différents moments clés de ce parcours-là, mais j'imagine que l'expérience collaborateur, c'est aussi le quotidien. C'est pas seulement ces moments importants, c'est aussi tous les jours avec les équipes, avec son manager, etc. Complètement. En fait, ce qui est très amusant, c'est que le quotidien influe et définit un peu l'expérience collaborateur. Je donne un exemple. Aujourd'hui, avec ton smartphone, tu vas sur ton site de banque en ligne, tu fais tes courses en ligne. Voilà, enfin, tout est hyper digital, tout est très simple, tu peux le faire dans le métro quand tu vas bosser. On ne peut pas proposer à un collaborateur dans son espace de travail une expérience, pour le coup, qui ne soit absolument pas digitalisée. Donc aujourd'hui, c'est un des enjeux qui est clé. On ne peut pas lui demander de poser ses vacances avec une plume doigt, une feuille de papier ou un Excel. Donc il y a une symétrie des intentions aussi auxquelles il faut faire attention, et qui est de dire l'expérience de vie que j'ai au quotidien, finalement, elle doit se refléter aussi dans mon univers professionnel et inversement. Voilà, il y a vraiment ces niveaux d'exigence un petit peu à avoir et être soucieux en fait un peu de l'alignement quasiment des planètes entre ce que le collaborateur vit au jour le jour, comment il le vit, et puis l'expérience qu'on lui offre une fois qu'il a franchi la porte de son entreprise. Du coup, tu parlais de digitalisation, c'est un des grands enjeux. Est-ce que tu en vois d'autres ? Quels grands enjeux il y a derrière cette notion d'expérience collaborateur aujourd'hui dans les entreprises ? Il y en a énormément. Il y a bien entendu la digitalisation qui fait que même sur certains processus, les processus sont quand même relativement rénovés. Enfin, si je prends le processus recrutement qui est un peu le premier, même philosophiquement, au-delà de mettre en place des outils de gamification, de digitalisation, de suivi de la candidature quand on a postulé pour avoir un peu les éléments en ligne, c'est aussi de se dire quelle expérience on a envie de lui donner. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise agroalimentaire de John Food, pour ne pas la citer, dont le claim est « venez comme vous êtes », qui du coup ne souhaite pas, ou ne souhaite plus en tout cas recruter uniquement sur CV, en se disant finalement le CV c'est un peu contraignant, c'est des compétences, des machins qui sont toujours un peu les mêmes. L'idée c'est de pouvoir se dire comment est-ce qu'on valorise la personnalité de l'individu. Cette personnalité, il faut qu'elle soit raccrochée à des valeurs, qu'elle soit raccrochée à des comportements derrière qu'on va attendre, d'un manager par exemple, où on va attendre, j'en sais rien, de l'esprit critique, de l'autonomie, de l'écoute. Donc c'est comment est-ce qu'on match derrière avec de l'intelligence artificielle ces compétences et l'adéquation entre pas les compétences justement, les traits de personnalité de l'individu avec les valeurs ou les comportements qui sont attendus. Donc, ça twiste complètement finalement la manière dont on appréhendait aujourd'hui le recrutement. Donc ça c'est un des enjeux. On a tous les enjeux autour, c'est ça, un peu de la rétention des talents. On parlait de grandes démissions en introduction. Exactement. Et qui pour moi vont de pair avec cette nécessité finalement d'accompagner les collaborateurs dans le fait d'apprendre et toujours à la pointe en termes de compétences. Il y a une citation que j'aime bien de Toffler qui dit « L'illettré du XXIe siècle n'est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui sait apprendre, désapprendre et réapprendre. » Voilà. Donc c'est cette gymnastique intellectuelle où finalement les compétences ne sont jamais figées. Le socle va être peut-être à
on va garder 30% des compétences qu'on a, mais on est toujours en upgrade et en recherche de pousser les murs pour avoir des nouvelles compétences et être agile par rapport finalement aux enjeux qu'on va rencontrer. Du coup, là, on a pas mal parlé des attentes des entreprises, du coup, en matière de compétences, d'apprentissage, etc. Quelles sont les attentes aussi des salariés, du coup, en matière d'expérience collaborateur et en quoi est-ce qu'elles ont changé, peut-être post-Covid? Oui. Alors, les attentes des collaborateurs, il y a plusieurs attentes. Il y a une attente, ça pour le coup, qui est, en tout cas, je pense qu'elle n'a pas changé, mais je pense elle est plus prégnante aujourd'hui post-Covid, qui est tout ce qui est autour de la raison d'être. Aujourd'hui, un collaborateur, je l'évoquais tout à l'heure avec la RSE par exemple, ou avec les sujets un peu écologiques, le collaborateur, il n'est plus attaché à une entreprise comme on était il y a 30 ans, où il va se dire qu'il va rentrer et qu'il va finir sa carrière là. Ce n'est pas le sujet. Il a envie d'avoir un temps de vie, une expérience qui soit, encore une fois, en résonance avec ses valeurs. Donc, la raison d'être d'une entreprise, c'est hyper important. Et c'est de dire, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'écologie, si notre claim, c'est de dire qu'on est une entreprise engagée sur la transition écologique, ok, mais quelles sont les preuves, du coup, quelles sont les actions ou les projets que je mets concrètement en place et qui peuvent me permettre de démontrer que j'ai vraiment cet axe-là. Donc on a ce point-là, on a vraiment le point sur la flexibilité et la mobilité. On a, nous, pas mal de clients qui nous interrogent sur le syndrome du bureau vide le vendredi ou le syndrome des espaces qui ne sont plus les espaces de travail comme ils étaient avant, où le matin, tout le monde venait se poser, même si c'était du flex office, et repartait le soir. Donc, il y a quand même une réflexion aussi autour de ces espaces de travail et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire et finalement le collaborateur, comment il voit ça. Et donc, il y a vraiment un sujet de mobilité. Le sujet de mobilité, c'est que nous, on est saisis par des DRH qui nous disent, bon, il y a un moment, le Covid, certes, il a bougé les lignes. En 48 heures, tout le monde est passé en full remote, alors que certaines entreprises, culturellement, c'était absolument pas possible. Et même en termes d'outillage des collaborateurs, tout le monde avait juste un truc fixe, donc c'était un peu compliqué. Mais on a réussi à faire cette bascule-là. Et aujourd'hui, on est tellement en remote que finalement, que je travaille de Sydney et que je travaille la nuit, modulo les problèmes horaires, ou que je sois dans le fin fond de la Creuse ou à Paris, finalement, ça fonctionne. Et les entreprises ont été relativement agiles pour permettre ça. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que nos collaborateurs, on les a un petit peu partout répartis sur le territoire. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à garder les liens aussi pour eux, avec eux, et à quoi on accède par rapport à leurs demandes. Vous avez un collaborateur qui veut partir, j'en sais rien, à Besançon, par exemple, alors qu'il n'y a absolument rien à Besançon, il n'est même pas rattaché à l'antenne de Paris. Ça pose quand même des sujets en termes de droits, de devoirs, d'égalité par rapport aux autres collaborateurs. Voilà, donc c'est un peu la question, et nous, on travaille beaucoup sur ces sujets en ce moment, de nouveau pacte social ou New Deal, en fait, qu'on a envie de mettre en place et qu'on a envie de penser pour nos collaborateurs. Et avec eux également en fonction de leurs attentes qui sont fort nombreuses. Du coup, tu commençais à donner des pistes de solutions, nouveaux contrats sociaux, ce qu'on pourrait imaginer. Est-ce que justement tu peux donner des exemples peut-être d'actions concrètes, soit sur un moment clé qu'on a évoqué avant, ou un exemple peut-être d'entreprise que vous avez accompagné dans le cadre de leur transformation? Oui, alors plusieurs choses. Je vais en citer une qui est un acteur de l'aménagement, ameublement, et qui a, pour le coup, a subi de nombreuses transformations RH et autres, et en termes de gouvernance également au sein de sa structure, et qu'on accompagne actuellement sur l'alignement entre les valeurs qu'il a définies et qui doivent du coup un peu embarquer l'ensemble de ses collaborateurs, et ce qu'on attend du coup et comment ça s'infuse au sein de l'ensemble de la structure, donc comment ça se décline en termes de comportements qui sont attendus par les managers, en termes de skills, savoir-être, savoir-faire, quelle image du coup on a envie de véhiculer et on a envie de donner du coup à nos clients, là parce que pour le coup on parle de clients ou d'utilisateurs. Donc voilà, on les accompagne en fait sur cet ajustement et cette cet alignement entre ces différents niveaux. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, j'allais te poser la question du lien entre expérience collaborateur et marque employeur. Et finalement, j'ai le sentiment qu'on commencerait presque par travailler la marque employeur dans ce cas, et cette raison d'être, etc., avant de repenser l'expérience collaborateur. Comment les deux sont interconnectés? En fait, l'expérience collaborateur, c'est un peu plus large. C'est-à-dire que l'expérience collaborateur, et la marque employeur y contribue. Donc c'est un des leviers qui va permettre de structurer, de définir
quels sont les éléments, l'ADN qu'on a envie de mettre en avant, quelle culture qu'on défend, comment on la défend, quels sont les messages qu'on a envie de passer en termes de communication à l'externe, à l'interne, la manière dont on a envie de passer aussi, les supports sur lesquels on les met. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui permettent en fait de faire rayonner l'entreprise et de dire quel est mon positionnement et où je suis aujourd'hui. L'expérience collaborateur, c'est bien plus large et c'est de dire par rapport à qui je suis et la manière dont je l'exprime, comment ça se traduit en action concrète pour mon collaborateur et comment je fais en sorte de l'accompagner Day One, voilà, oui, dans la relation et exactement. Dans les différentes interactions. Et du coup, pour revenir à un niveau peut-être de réflexion plus intermédiaire justement, quel rôle a le manager là-dedans? Parce que là, on a parlé finalement aussi stratégie de l'entreprise. La raison d'être, c'est quelque chose qui souvent se co-construit, en tout cas à haut niveau dans l'entreprise. Quel est le rôle du manager, y compris du manager intermédiaire du coup, dans l'expérience collaborateur? Alors, le collaborateur, il évolue en fait dans un écosystème. Il a, lui, une personnalité, il évolue de manière individuelle, dans un collectif également, voilà. Donc ça, c'est le collaborateur. Juste au-dessus, il a son manager. Le manager, aujourd'hui, enfin, il a toujours eu ce rôle-là, mais d'autant plus aujourd'hui, il a un rôle un peu de guide, de donner de la reconnaissance, en tout cas immédiate aux collaborateurs, d'écoute, d'orientation. Aujourd'hui, et enfin, on en parle beaucoup depuis la fin du Covid, il y a beaucoup d'études qui sont sorties sur un peu le nouveau rôle du manager, qu'est-ce qu'on attend de lui. Parce que le manager, le pauvre, il se retrouve à devoir manager des équipes en hybride avec la moitié à Besançon. la moitié à Besançon et l'autre moitié à Paris en présentiel. Bon, c'est un peu compliqué pour lui. Donc aujourd'hui, ce qui est attendu, c'est le servant leader. Le servant leader, ça veut dire quoi? C'est que c'est le manager au service de son collaborateur, qui l'écoute, qui encore une fois qui l'aiguille, qui va lui donner des pistes et qui est voilà, le premier cercle un peu de reconnaissance et d'appartenance. Et puis bon, après au-dessus, on va avoir d'autres attentes avec un service, une direction, votre entreprise au niveau les autres régions qui vont avoir. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on fait en sorte de penser l'individu aussi et le collaborateur dans un écosystème qui va le dépasser avec des rôles éventuellement qui sont différents. C'est intéressant que tu aies utilisé la notion de service parce que c'est vrai que expérience collaborateur, c'est un terme qui vient du marketing et de l'expérience client où on est au service du client. Donc là, finalement, c'est comment se mettre au service aussi, du collaborateur. Du coup, le rôle du manager, on en a parlé, le rôle de la fonction RH, on la devine aussi derrière tout ça. Quelque chose dont on a peu parlé, parce qu'on a parlé plus de digital, c'est le rôle de l'espace physique. Oui. C'est vrai que tu parlais du syndrome du vendredi après-midi avec les bureaux vides. Comment est-ce qu'on repense peut-être le rôle de l'espace dans cette nouvelle expérience collaborateur et du coup aussi le rôle des outils digitaux? Comment est-ce que tout ça trouve sa place? Alors le rôle de l'espace, là également, il a énormément évolué avec le Covid. C'est-à-dire qu'avant, classiquement, on avait un espace de travail, aussi sympa soit-il. Aujourd'hui, ici, on est hyper bien, c'est hyper coloré, c'est super d'être là. Mais c'était quand même un bureau assez classique. Donc les personnes venaient le matin. Donc nous, on travaille aussi, on a toute une offre autour des aménagements des espaces de travail. Donc on pense tout le parcours collaborateur en fonction de fait de s'il est nomade, s'il est sédentaire, machin, et on définit un peu l'organisation spatiale par rapport à la stratégie et ce qui est voulu. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait. Mais entre guillemets, ça restait finalement, on était sur différentes typologies de personnes. Là aujourd'hui, et encore une fois, le Covid a fait qu'on était beaucoup en remote et donc on a une flexibilité et une mobilité qui est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, l'espace de travail, on pourrait aller jusqu'à se dire que finalement, c'est plus du tout le bureau classique qu'on connaît. C'est-à-dire, on a des clients justement qui se posent la question si, bon allez, je te là, est-ce que ça peut pas être un espace de représentation où on accueille nos clients, on fait des pitchs sur des thématiques RH, sur des REX par rapport à des missions qu'on a pu faire. Et du coup, voilà, on est plus sur un espace événementiel quasiment. D'accord. Est-ce que ça peut être un espace où les équipes se retrouvent lors de temps forts, lors de moments collectifs, lors de brainstorm? Est-ce qu'on reste sur un bureau classique? Bon, pas forcément vraiment. Donc voilà, c'est toutes ces choses auxquelles on se dit, finalement, l'attachement aujourd'hui du collaborateur par rapport à son entreprise, est-ce que ça se fait par le bureau, comme ça a souvent été le cas parce que c'était le lieu de rencontre, ou est-ce que c'est d'autres lieux concrets? Et le digital, c'est une des réponses, c'est de se dire, comme on a quand même beaucoup de gens à distance ou en hybride, les outils qui ont quand même beaucoup pris le pas post-Covid et qui étaient hyper importants, et heureusement qu'on les a eus
pendant le Covid pour continuer à animer, pouvoir se parler, il y avait quand même un des grands sujets au départ pendant le Covid, c'est de dire comment est-ce qu'on recrée les moments informels. Le moment de la machine à café, c'est un moment à part, quoi. C'est un moment où on parle de notre week-end et puis en même temps on dit j'ai un souci sur tel sujet ou je m'entends pas avec machin. Et donc ça permet de dénouer quand même un certain nombre de sujets RH et de sujets techniques. Qui est important dans le quotidien de l'expérience collaborateur. Exactement. Comment est-ce qu'on le crée, ce temps-là, quand on est juste sur Zoom, Teams ou autre. Donc c'est recréer ces temps de vie aussi. C'est vrai que le bureau garde une place centrale. Enfin, nous, on le voit chez nous, les consultants adorent revenir au bureau. Nous, on a le syndrome inverse. On a le syndrome du bureau plein le vendredi après-midi, comme ça ensuite. Un verre peut-être. Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on prend les questions que vous avez, que ce soit à distance ou dans la salle avec nous, parce que je rappelle que c'est un talk hybride. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Je vous invite à me les donner, je les répéterai pour qu'elles soient entendues de l'autre côté de la caméra. Dites-moi, je vous écoute. Oui, merci. J'avais juste une question sur l'importance du contenu du travail, c'est-à-dire que vous parlez des collaborateurs, des personnes qui vont au travail chaque jour, le bureau de leur cuisine ou leur bureau au bureau. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de l'importance du contenu, de ce qu'elles vont faire pendant ces 7-8 heures au travail, de l'importance de leur contribution, l'importance du contenu, l'importance de la manière dont ce travail va être évalué. Qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui de la part des employeurs, de la part des collaborateurs, parce que on aimerait bien que les gens qui vont au travail chaque jour soient contents d'y aller, soient enthousiastes et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors la question qui a été posée pour vous, qui êtes de l'autre côté de l'écran et qui n'avez probablement pas tout entendu, c'est la question du contenu du travail. Finalement, on a parlé des gens qui étaient chez eux, sur place, de beaucoup de choses qui sont dans l'écosystème de l'expérience collaborateur. Mais qu'en est-il du contenu du travail lui-même ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens, dans ces 7-8 heures où ils travaillent dans la journée, ils aient envie d'être là ? On essaye de faire en sorte qu'ils soient engagés. Et c'est vrai qu'un collaborateur qui a, entre guillemets, une bonne expérience collaboratrice, un des enjeux, enfin un des points qu'on voit directement reliés, c'est l'engagement. C'est l'engagement à partir du moment où on a le bien-être au travail, où on répond à ses aspirations, où il sait aussi quel est son positionnement dans la chaîne. C'est-à-dire il sait ce qui se passe avant son travail, il sait ce qui se passe après, il sait à quoi il contribue. Et il y a une théorie que j'aime bien, enfin, qui est pas récente, hein, qui est d'Herzberg de 67, donc ça date un peu, mais je trouve que c'est absolument vrai encore aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on dit intrinsèques, qui sont les facteurs d'hygiène, comme il dit, qui sont la rémunération, les avantages, le poste, le statut, voilà, qui, si c'est présent, si tout est au vert, j'ai envie de dire pour le collaborateur, l'impact est zéro. Il n'y a pas d'impact particulier. Par contre, s'il y a un des facteurs qui ne va pas, là, l'impact est un peu négatif, mais légèrement. Par contre, vous avez un autre set d'éléments qui sont des éléments intrinsèques, et qui sont les facteurs plutôt motivationnels, et qui est de dire, et ça fait énormément résonance, je trouve, avec la raison d'être, qui est de dire, est-ce que je fais partie d'un tout qui me dépasse ? Est-ce que je peux apprendre et voilà, découvrir des choses tout le temps ? Donc voilà, qui sont ce type de choses. Et là, pour le coup, on voit que l'impact, si c'est présent ou c'est pas présent, sont extrêmement forts dans les deux temps. Donc c'est, voilà, comment est-ce qu'on engage le collaborateur, comment est-ce qu'on fait en sorte de lui donner aussi, et je suis complètement d'accord avec vous, un peu à quoi il participe. C'est quoi ce tout auquel il participe ? Ça peut être un projet stratégique, ça peut être un projet tout simplement d'une entreprise, qu'elle soit, ou d'une structure publique ou privée auquel il fait part, mais c'est quelle est la valeur finalement que j'apporte au sein de l'entreprise. Et on l'a vu dans le cadre du Covid, qui était très compliqué, et nous on a accompagné quand même pas mal d'entreprises à basculer pendant cette période de Covid et à se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de garder nos collaborateurs à bord. On a identifié un certain nombre d'emplois qui étaient les emplois complètement prioritaires, sans lesquels on pouvait fonctionner. Enfin, la France était... voilà. Sauf que derrière, ceux qui n'ont pas été identifiés comme prioritaires, ils se sont dit quoi ? Finalement, j'ai un truc qui ne sert à rien. Donc, à quoi je contribue ? C'est quoi la valeur que je crée ? Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, on a eu quand même pas mal de questionnements et de gens qui sont partis. Alors, ils ne sont pas tous partis dans le Larzac élever des chèvres, mais voilà, il y a eu quand même pas mal de retours sur et d'où le fait qu'on se pose aujourd'hui beaucoup la question un peu de la valeur et de la raison d'être, de à quoi je sers et pour faire quoi.
Donc nous, on est assez attentifs dans notre quotidien, et même si je prends les hommes de notre cabinet, à essayer d'engager l'ensemble de nos consultants dans le cadre de projets internes qui participent à la stratégie de l'entreprise. Quand on accompagne des entreprises sur, pareil, la définition de leurs grandes orientations, on utilise pas mal d'outils qui permettent justement de créer un peu une intelligence collective, une plateforme un peu citoyenne. Là, on le fait dans le cadre d'université qui a un grand projet autour de l'engagement qu'on vient de démarrer, qui est de dire, finalement, l'engagement, c'est un concept hyper polymorphe, on peut l'adresser de manière très différente. C'est comment est-ce que moi, par rapport aux différentes typologies d'acteurs qu'ils sont, donc en l'occurrence dans une université, les enseignants-chercheurs, les administratifs et les étudiants, qui n'ont quand même rien à voir en termes d'attente, qu'est-ce que signifie, comment est-ce qu'ils appréhendent le concept de l'engagement et comment est-ce qu'ils peuvent y participer. Donc c'est un peu cette notion et cette volonté de se dire, nous, université, on a défini ce point-là, maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte que moi, étudiante, je m'y raccroche et je vois que je m'engage au même titre que exactement, et que pour moi la notion d'engagement finalement je la cristallise à travers un certain nombre d'actions, de projets que j'ai envie de mettre en place. On a une autre question à distance, d'ailleurs, n'hésitez pas à poser encore et toujours vos questions. On les attend avec impatience. Il y en a une de Léa qui fait un petit peu écho à ce qu'on disait sur les métiers essentiels pendant le Covid, parce que c'est une question sur justement les métiers qui ne peuvent pas se faire en télétravail. L'exemple qui est donné, c'est la restauration. On parle beaucoup d'expérience collaborateur à l'ère du travail hybride, mais qu'en est-il pour les métiers qui ne peuvent pas se permettre de faire du télétravail, notamment dans la restauration? En effet, on a beaucoup parlé de travail hybride aujourd'hui. Est-ce que cette expérience collaborateur, malgré tout, elle doit quand même évoluer, même si ces métiers-là… Elle doit tout de même évoluer. J'évoquais tout à l'heure mon géant de la John Food. L'expérience collaborateur, sur le processus recrutement, par exemple, elle a dû évoluer. Donc, c'est vrai que ce ne sont pas des métiers qui sont télétravaillables. Ça, après, c'est un peu la limite de l'exercice. Sur l'hybride, pour le coup, la question ne se pose pas. Mais à la limite, ça rajoute une complexité pour le manager et parfois pour l'entreprise également. Mais il n'empêche que sur l'expérience qu'on va lui proposer, c'est pas de dire tu vas poser du coup ton CV dans n'importe quel restaurant de l'enseigne. C'est on va te proposer quelque chose qui est un peu différent. On a eu la même chose dans un magasin d'alimentation, une chaîne de magasins d'alimentation. C'est très tricky de voir. C'est pas facile comme exercice. Qui pour le coup matchait également les valeurs, par exemple. Donc c'était tout un petit gaming où en fait le candidat était amené à définir quelles étaient ses valeurs, les valeurs qui pour lui étaient importantes. Et ensuite l'algorithme voyait si ça matchait par rapport aux valeurs que défendait cette enseigne. Si ça matchait, il avait un premier entretien. Donc on voit que l'expérience quand même, quel que soit, que ce soit télétravaillable ou pas, hybride ou pas hybride, sur des moments de vie du collaborateur, elle peut être la même. Est-ce que dans la salle, on a encore une dernière question ou deux? Oui. Une petite question, je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les managers intermédiaires. Et en fait, une question, effectivement, il y a un changement d'activité, on ne fait plus la même chose. Mais est-ce que dans le cadre de votre activité, est-ce que vous avez vu une baisse du besoin, du nombre de managers intermédiaires? Parce que le travail, c'est quelque chose qu'on a pu voir, toucher un petit peu du doigt, c'est un peu polémique. Mais est-ce que c'est quelque chose, parce que les gens étant à distance et en plus travaillant dans des modes projet, c'est-à-dire avec un responsable de projet, un product owner, ça dépend un peu de l'organisation, mais qui n'est plus un chef hiérarchique, mais qui est la personne qui donne la reconnaissance. Donc par rapport à ce que vous disiez, donc c'est celui qui me donne ma reconnaissance, ça va être le responsable du projet sur lequel je travaille, qui n'est pas mon chef. Et donc voilà, est-ce que vous avez vu ça, cette perte un petit peu de sens aussi? Oui. Je vais simplement répéter du coup pour vous qui êtes à distance et qui n'entendez probablement pas la question. La question est sur les managers intermédiaires. Il y en a finalement de leur intérêt, pour le dire de manière assez courte aujourd'hui, quand on travaille de plus en plus en mode projet, que la personne du coup qui gère le projet n'est pas forcément le manager hiérarchique direct. Qu'en est-il de leur rôle finalement et de leur rôle dans cette expérience collaborateur-là? Alors, je pense qu'il y a deux choses en fait. Vous émettez un biais en fait dans votre question, si je puis me permettre. Le biais, c'est le fait de travailler en mode projet. Et en effet, je vous rejoins, si vous travaillez en mode agile, vous avez votre PO qui, du coup, joue un peu, en quelque sorte, le rôle de manager. Donc là, c'est peut-être le petit biais qu'il y a. Si je mets donc dans ce cadre-là, probablement, et je vous rejoins. Dans un cadre où je n'aurai pas un mode projet aussi structuré, parce que bon, après, l'agile, il y en a beaucoup qui le mettent en place sans complètement respecter toutes les règles. Donc on va dire que les rôles ne sont pas aussi définis. Le manager, en fait, on n'a pas vu de besoin de moins, on a vu un besoin de mieux.
c'est-à-dire un besoin de redéfinition du rôle de manager dans la priorisation, par exemple, des tâches du collaborateur, dans le fait d'être sûr de la remontée de ce qui est fait également, parce qu'un bon manager en présentiel n'est pas nécessairement un bon manager à distance, et qu'un collaborateur, enfin un télétravailleur, il faut qu'il ait des compétences qui soient autres, ne serait-ce que celle de donner un peu de visibilité sur ce qui est fait, et pas de louer et de mettre en avant ce qui est fait, mais quand même un petit peu. C'est-à-dire de dire, voilà, quelles sont les réalisations auxquelles j'ai pu participer. Donc on voit que ça demande des compétences aussi différentes. Et j'évoquais tout à l'heure le rôle de servant leader, un peu du nouveau rôle de manager. Ça, pour le coup, on l'a énormément vu, qui est de dire, le manager, comme on l'était avant, on ne l'attend plus. Ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend. On va l'attendre sur d'autres skills. Du coup, voilà. Et comment est-ce qu'on les accompagne à redéfinir un peu leur fiche de poste, sachant qu'ils sont retrouvés quand même, après le Covid et même pendant le Covid, au premier plan en termes de transformation et de déclinaison de ce qui était pensé par le corporate ou la structure ou la fonction RH, et le décliner et d'accompagner l'ensemble de leurs collaborateurs, sans qu'on se dise vraiment que c'était les premiers desquels il fallait s'occuper. Donc il y a eu ensuite ce temps 1 de on s'appuie sur les managers et ils diffusent, et il y a eu ce temps 2 de finalement, du coup, le manager aujourd'hui, il est un peu dans un entre-deux où il ne fait pas complètement le rôle de demain, mais il ne fait pas non plus complètement vraiment ce qu'il faisait avant. Et comment est-ce qu'on repense un peu ce rôle-là? Donc, on n'est pas encore sur une baisse du nombre de managers, en tout cas de ce qu'on observe au sein des structures qu'on peut accompagner. On est sur une évolution de ce rôle-là. Merci Isabelle. J'avais dit que c'était la dernière question, mais j'en prends encore une toute dernière qui nous est arrivée à distance, qui rebondit en fait sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Comment est-ce que, du coup, la question t'est adressée? C'est Marine qui te demande, Isabelle, comment est-ce qu'on fait pour donner du temps aux collaborateurs afin qu'ils puissent participer au projet stratégique que tu évoquais, en même temps que répondre en fait au rôle qu'il leur est demandé au quotidien? Comment est-ce qu'on aménage le temps? Comment est-ce qu'on... Alors, je vais prendre l'exemple de le nôtre, en fait, de notre cabinet. C'est-à-dire que nous, on a un cabinet de conseil. Donc, l'objectif, c'est d'être chez les clients et de réaliser des missions, de les accompagner dans le cadre de projets. Et on a aussi énormément de projets en interne, de projets stratégiques, de projets autour de la RSE. On a les Citizen Days, par exemple, pour ne prendre que ça, qu'on fait tous les ans, qui sont une journée où on a un certain nombre d'associations qu'on sélectionne et nos consultants peuvent aller, donc ils s'inscrivent pour aller aider pendant une journée, passer leur temps, que ce soit dans la food, pour nettoyer des rues, pour aider des personnes à structurer un CV. Voilà. Donc on a énormément de thématiques qu'on adresse. Et donc pendant une journée, on leur offre quelque part cette journée-là, ce qui quand même n'est pas neutre en termes de chiffre d'affaires, soyons concrets, pour le cabinet. Mais c'est une promesse aussi employeur qu'on a de dire, nous, c'est des sujets sur lesquels, qui sont importants pour nous, qui font partie de nos valeurs. C'est des sujets sur lesquels on sait qu'on va avoir une résonance auprès de vous parce que l'engagement, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, être une entreprise engagée, ça veut aussi dire comment est-ce que concrètement on s'engage. Donc là, typiquement, on s'engage. Ce week-end, on a des consultants qui se sont engagés parce qu'on l'a proposé et structuré également sur la course contre le cancer. Ils ont fait ça, pour le coup, sur leur week-end, certes. Donc, c'est créer tout simplement des espaces en fait et des temps dédiés pour leur permettre d'avoir ces quelques fenêtres qui leur permettent de participer aux projets que l'on met et qui sont hyper importants. Nous, quand on fait les Citizen Days, on a des retours absolument dithyrambiques sur cette journée que les consultants adorent. Donc ils attendent ça avec impatience tous les ans. Et idem sur la participation aux projets stratégiques qu'on a, on se donne des temps dédiés de workshops qui ne sont pas nécessairement très longs, qui peuvent être un 17-19 ou un 18-20, quelques soirs pour avancer sur ces sujets. Je pense que c'est une bonne conclusion de conclure sur le double sens du mot engagement, donc être engagé et s'engager. Donc je propose qu'on termine là-dessus. Merci à tous et à toutes, merci à toi Isabelle. Merci Charlotte. Je vous invite à suivre nos actualités sur les réseaux et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Klaxon.